Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. On a tous envie d'être un parent parfait. On voudrait le meilleur pour ses enfants. Mais voilà, est-ce que c'est possible? Être un parent parfait, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Cette semaine, je reçois Olivier Borgeaud, auteur du livre Parents-enfants, s'élever ensemble. Bonjour Olivier. Bonjour Isabelle, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors c'est clair, on va lever le doute tout de suite, hein. On peut pas être un parent parfait, mais on peut apprendre à essayer d'aller vers cette voie-là, c'est ça? Oui, on peut s'avancer sur le chemin de la perfection, mais alors de là à l'atteindre, peut-être qu'il va falloir revisiter quelques petits points. Le parent parfait, c'est quand même celui qui a le mot juste au bon moment, qui a le geste adapté au bon moment, qui est présent quand il faut, en permanence. Sinon, c'est pas de la perfection. Tu D'accord. vois? Ouais. Donc, oui, ça devient vraiment un challenge à ce moment-là de se considérer parent parfait. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être parent parfait? Si je me dis, moi, je veux être comme ça avec mon enfant parce que c'est ce que je considère comme étant le parent parfait, Mhm. ben, je parle de mon besoin à moi et pas du besoin de mon enfant. Ouais, c'est super intéressant, c'est-à-dire que se positionner avec cette stature de parent parfait, on part de soi-même, mais on part pas du besoin que l'enfant aurait, en fait. C'est ça que tu C'est me dis? exactement ça. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. Hmm. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer avec ce que moi, j'aurais aimé en tant qu'enfant et le proposer à mon enfant à mon tour, Mhm. puisque c'est ce qui me semble le plus juste. Mais il faut quand même garder en tête que le besoin, c'est l'enfant qui va le manifester. Donc, il va falloir en permanence euh, modeler, si je puis dire, le parent parfait que j'estime pour moi, en fonction des besoins que manifeste mon enfant. Ça C'est une veut... évolution permanente au moment où l'enfant manifeste quelque chose. D'accord, c'est-à-dire que l'enfant, il manifeste un besoin, et moi, je vais interroger pour moi la meilleure façon de répondre à son besoin pour tendre vers quelque chose qui soit parfait dans le sens de la réponse à son besoin et pas C'est dans un ça. sens de perfection qui viendrait d'un propre jugement sur moi-même. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en permanence, je suis à l'écoute de ce que mon enfant manifeste et au fil du temps, j'apprends à le connaître et à percevoir la façon dont il fonctionne et en permanence, je m'adapte à ce que lui est, à qui il est, pour lui proposer une réponse la plus adaptée possible. D'accord. Tu aurais un exemple, par exemple, un peu concret à nous donner sur quelque chose de la vie quotidienne, peut-être quelque chose que tu as déjà traversé toi en tant que père, hein, ou quelque chose que tu as observé sur des gens autour de toi, comment ils auraient pu faire dans telles circonstances. Et il y a un exemple que j'aime bien et qui était lorsque mon fils était tout petit, on était dans un centre commercial et il a manifesté un gros caprice, il s'est roulé par terre. Voilà, donc moi, si je m'étais écouté, je l'aurais rattrapé et puis c'était devant tout le monde, hein, on était en plein centre Mhm. commercial. Donc je l'aurais rattrapé et je lui aurais dit, ben non, enfin, tu ne tiens pas comme ça. Mais j'avais à ce moment-là pris conscience de ce que je viens de vous dire, de façon à ce que je l'ai laissé faire son caprice, je l'ai laissé se rouler par terre. Les gens étaient un peu horrifiés, etc. Ils me regardaient, qu'est-ce qu'il fait? Mais au bout du compte, quand il a eu fini, et ben là, à ce moment-là, je l'ai récupéré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes à rouler par terre? Et puis, au final, on s'est très bien sorti de cette situation. On a pu discuter un petit peu. Alors, il avait 4 5 ans, donc c'était à son niveau de discussion de Mhm. l'époque. Mais on est sorti de ça gagnant-gagnant, si je puis dire. Hors du cadre établi, parce que le cadre dit on ne laisse pas rouler un enfant se rouler par terre devant public. Mais Mhm. malgré tout, je l'ai fait et j'ai préservé à ce moment-là la relation avec mon enfant plutôt que répondre au regard bizarre des gens autour de moi. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Alors, on imagine tous en tant que parents, enfin, on a tous connu ça, hein, le gamin qui fait un caprice à la caisse parce qu'il a vu des bonbons et qu'il les veut et qui se roule par terre, ou qui se roule pas par terre, hein, mais qui se met à crier, qui trépigne. Et dans ces moments-là, en fait, on s'occupe davantage du regard des autres que de besoin de son propre Ouais, enfant. c'est ça.
Mm. Et si on fait ça, eh ben, on sort de la relation avec l'enfant. On est dans la relation avec le monde autour, mais pas avec l'enfant. Ouais. Et tant qu'on n'est pas en relation vraiment avec son enfant, on peut pas aller vers le parent parfait. C'est pas possible. Une des premières choses à faire, c'est de se connecter à son enfant en permanence, de comprendre ce dont lui a besoin et faire fi de tout ce qui se passe autour. Se connecter, ça veut dire quoi? Parce que j'imagine que pour certaines personnes qui nous écoutent, ça peut paraître un petit peu bizarre. Elles doivent avoir l'impression qu'elles sont connectées avec leurs enfants, qu'elles connaissent bien leurs enfants, qu'elles savent tout de leurs enfants. Et ça voudrait dire quoi alors se connecter? Raconte-nous un peu, explique-nous un peu, ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire comprendre ce que mon enfant est en train de vivre. C'est très lié à l'empathie, en fait, Hmm. qui est comprendre dans l'instant ce que l'autre est en train de vivre. Et donc, c'est tout à fait ça. Mais ça se complique un petit peu quand on considère que pour se connecter, il faut que moi, en tant que parent, j'exclue toutes mes croyances, toutes mes envies, tous mes besoins et que je fasse fi aussi de tout ça pour pouvoir vraiment comprendre ce que lui, parce que je dis lui parce que moi j'ai un fils, donc ça vient naturellement comme ça pour moi, mais les filles c'est pareil évidemment, ce que lui est en train de vivre pour aller vraiment comprendre au plus proche ses émotions à lui, son besoin à lui, ce qui se passe dans sa tête pour pouvoir y répondre au plus juste possible. Donc là, ça veut dire d'avoir une certaine empathie, c'est-à-dire que j'enlève toutes mes croyances, ce qui peut Ouais. être super difficile parce que en tant que parent, notamment avec ses enfants, moi j'imagine qu'on peut avoir par exemple des croyances sur le caractère qu'ils ont. Oh Mmh. bah tiens, c'est un timide, donc il faut que je l'incite à être moins timide ou je sais pas quoi, parce que moi je veux pas que mon enfant soit timide, donc j'écoute plus ce que je enfin où je m'imagine que les gens timides vont pas réussir dans la vie. Alors du coup, je veux absolument pas qu'ils soient comme ça. Et donc il faut vraiment mettre de côté tout ça pour rentrer donc en connexion empathique avec son enfant, donc de vraiment se connecter à lui pour comprendre donc ses émotions. Quoi d'autre? Ses Et ce besoins aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que s'il est en train de faire un caprice quelque part, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté dans l'instant. Mm. Donc c'est évidemment ça qu'il faut comprendre. Alors tu parlais des croyances qu'il faut que dont je m'affranchisse en tant que parent, mais aussi de toutes mes attentes. Tu vois. Oui. Et ça c'est aussi un gros morceau. Mm. Parce qu'on a tous envie de, comme tu disais, j'ai pas envie que mon enfant soit timide, etc. On a tous envie que nos enfants deviennent quelque chose, deviennent quelqu'un, se comportent exactement comme on voudrait, etc. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Si un enfant a décidé qu'il ne ferait pas ce qu'on lui a demandé, il ne va pas le faire. Donc il y a aussi ces attentes. Et alors qu'est-ce qu'on fait si on garde nos attentes et que l'enfant n'y répond pas? Eh bien, on coupe la relation encore une fois. Ouais, ouais, ouais. On coupe la relation, puis après, ça peut faire effectivement des ruptures, des fâcheries dans les Mais familles. c'est ça, chacun va se mettre sur son piédestal, rester sur son point de, et puis on va plus pouvoir discuter. Ouais, on trouve plus de points communs en fait à partager parce qu'on Voilà, reste chacun sur ses positions, un peu c'est comme si ça, on était des têtes de mule, un peu. c'est ça, complètement. Il n'y a plus de terrain d'entente. Ouais, c'est Et ça. donc, comme un enfant est en train de grandir et qu'il n'a pas tous les codes, c'est aux parents d'organiser, si je puis dire, la relation avec l'enfant. Mm, Lorsque l'enfant naît, la relation est 100% à la charge du parent, parce que l'enfant n'a aucun code, parce mm, qu'il ne sait pas comment ça se passe, parce qu'il ne parle pas la langue, parce qu'il ne sait rien faire au mm. tout départ. Et puis, avec le temps, ben, la relation va s'équilibrer et lorsque l'enfant sera complètement autonome, quand il sera devenu adulte, grosso modo, et ben la relation sera à 50-50. Parce qu'au fil du temps, l'enfant va comprendre les codes, va comprendre comment faire, saura réagir, saura répondre, parfois en provocation, parfois pour être plus sympa. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que la relation est à la charge du parent jusqu'à ce que l'enfant ait appris comment se comporter. D'accord. Donc quand tu dis que la relation à la charge, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le parent qui doit aller vers l'enfant? En quelque sorte, oui, mais pas que. Ça veut dire aussi que c'est aux parents d'accepter un comportement désordonné ou inapproprié de l'enfant, parce que lui, dans l'apprentissage qu'il a donné à son enfant, c'est s'il a déjà appris le point qui l'énerve ou la situation qu'il est en train de vivre. Mhm. Donc, tant que l'enfant ne sait pas gérer une situation, c'est aux parents de prendre sur soi pour accompagner l'enfant jusqu'à ce que l'apprentissage soit fait.
D'accord. Donc, quand tu parles que la relation, que le parent doit être initiateur de la relation, enfin, c'est lui qui a en charge la relation, ça veut dire que c'est lui qui doit accepter, enfin, qui doit être conscient que c'est lui qui maîtrise les codes relationnels C'est ça. pour avoir des bonnes relations avec quelqu'un, mais que pour l'instant, l'enfant, lui, il sait pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que des fois, il va dire à son parent, j'en sais rien, tu me casses les pieds et je reste poli. Voilà, c'est ça. Et que nous, on peut être choqués de ça, mais c'est parce que lui, il n'a pas encore ces codes-là. Exactement. Et nous, en tant que parents, on peut le prendre comme une agression, alors que si on sait que ben lui, c'est parce qu'il sait pas que ça doit pas se dire, la relation, elle peut être différente. Enfin, la façon dont on accueille le truc, elle est complètement différente. Voilà, c'est tout à Mm. fait ça. Ouais. Et donc ça peut pas amener parfois, si on comprend pas bien comment entrer en relation et comment, enfin nourrir cette relation et lui apprendre ces codes-là, est-ce que ça pourrait pas, est-ce qu'on pourrait pas du coup être tellement dans le désir de bien vouloir le comprendre et de pas trop le juger pour ce qu'il fait, de laisser passer certains trucs qu'il nous dit. Tu vois, je pense à ça parce que par exemple certaines personnes vont nous dire mais attends mais si moi je dis rien quand mon fils il me dit va te faire voir, ça va pas du tout. Il va se permettre après de m'insulter, etc. Et donc du coup il faut trouver un équilibre, hein. Oui, il faut trouver un équilibre. Après, c'est la compréhension et c'est vraiment dans le relationnel que ça se passe. Il y a l'option, l'enfant ne sait pas ce que signifie le gros mot, tu Oui. vois. Auquel cas, on lui apprend, et tant qu'il n'a pas effectivement compris la portée et l'utilisation du mot dans le contexte de la société, on ne peut Mm. pas lui en vouloir, parce qu'il ne sait pas. OK. Après, il y a, tiens, encore une anecdote personnelle. Il y a quelque temps, mon fils il m'a traité de connard, dans les grandes largeurs, énervé, à fond, etc. J'avais l'option où je lui rentre dedans parce que ça se fait pas, Ouais. ou je comprends ce qu'il a. Et j'ai pris l'option, j'essaie de comprendre ce qui se passe parce que il était complètement énervé. C'était pas un connard à froid, posé sur le canapé, tu vois, tranquillement, il me regarde dans les yeux, il me dit ça. Non, il était vraiment dans un débordement émotionnel comme je l'avais jamais vu. Mm. Donc, manifestement, les mots avaient dépassé ses pensées. Mm. Ok, j'ai laissé faire. Il est parti dans sa chambre, je l'ai laissé. Et puis, comme on est deux oiseaux de nuit, je l'ai entendu partir dans la cuisine tard dans la nuit, vers 1 heure du matin. Je l'ai rejoint. Il m'a vu ouvrir la porte. La première chose qu'il m'a dit, c'est: je suis désolé, papa, j'aurais pas dû. Mm. Tu vois. Ouais. Il faut aussi savoir faire cette différence et comprendre. Alors, il a 20 ans maintenant, donc tu vois, c'est un adulte, mais Mm. Mm. il faut comprendre aussi que la personne qu'on a en face de soi peut être dans un débordement émotionnel et est-ce qu'on autorise ce débordement émotionnel et comment on va le réparer derrière? Ou Mm. comment on va se reconnecter derrière? Si je l'avais rentré dedans à base, tu me parles pas comme ça, qu'est-ce que c'est? On serait peut-être encore en train de se battre parce que on serait allé en confrontation l'un et l'autre. Puis étant déjà énervé, il n'aurait pas lâché parce que c'était trop pour lui. Et je sais pas comment on en serait sorti. Je sais pas combien de temps on aurait mis à s'en sortir. Ouais, c'est intéressant hein, quand tu parles de débordement émotionnel aussi, qui évidemment, hein, les émotions nous amènent à nous-mêmes en tant qu'adultes à dire des choses Mais oui, qui sont pas qui sont pas toujours ce qu'on voudrait dire, n'est-ce pas? Et après on s'en veut, comme ton fils, hein. ben Très oui. vite il a compris finalement puisqu'il est adulte, parce qu'il comprenait vraiment la portée de ses mots du coup, et parce il avait appris, il a compris et qu'il a été capable de revenir vers toi. Alors que si vous étiez engueulé et que tu lui avais dit ça se dit pas, tu me respectes, machin, peut-être il serait jamais revenu vers toi en fait. Ben c'est ça. Ou alors maintenant j'attends tes excuses. Tu Mm. vois, ben là je pense que j'aurais pu attendre très longtemps. Ouais. Alors effectivement, si ça avait été dit à froid, de façon pensée, de façon réfléchie, tu vois, vraiment pour la signification du mot, peut-être que je me serais permis d'attendre des excuses et de pousser un peu parce que ça c'est pas tolérable non plus. Ah oui, c'est vraiment un équilibre à trouver selon la situation Ouais, dans laquelle on est en relation avec son ouais, enfant, dans le sel- contexte. dans le contexte, selon ce que moi, en tant qu'adulte, je suis en train de vivre, parce que je peux aussi moi-même prendre les choses beaucoup plus à cœur si je suis dans une fragilité émotionnelle. Donc, il faut aussi C'est que je ça. m'interroge moi-même, que je sois en exploration aussi de ce que je ressens. Est-ce que je suis pas en train d'en faire une montagne alors que finalement, c'est peut-être pas grand-chose? Et puis, du contexte émotionnel de son enfant en face, du contexte autour. Est-ce qu'il y a du monde ou pas? Parce que je pense beaucoup à ça
Exemple pour les adolescents, hein, moi je me rappelle quand j'allais au collège pour les réunions de parents d'élèves pour la classe de mon fils, j'avais tous les copains de mon fils qui venaient pour me faire la bise et mon fils passait devant moi sans me dire bonjour, sans me saluer, sans rien, comme si j'étais transparente. Et en fait, je savais très bien que c'était parce qu'il voulait pas aller faire un bisou à sa maman devant ses potes parce qu'il aurait eu l'air d'un gros couillon alors qu'il avait 14 ans, tu vois. Et donc, d'autres parents auraient pu lui faire toute une Ouais. scène en se disant ouais quand même tu me respectes pas, tu me dis même pas bonjour. D'ailleurs moi je me rappelle qu'une fois ma mère m'avait fait ça, hein. Elle m'avait engueulée, je comprenais rien à ce qu'elle me disait, je comprenais pas pourquoi elle m'engueulait parce que pour moi c'était, j'avais même pas réfléchi, je m'étais même pas dit je vais lui faire du mal en faisant ça, tu vois. Mais c'est super intéressant de se rappeler ça aussi du contexte extérieur avec qui je suis. Mm. Mmh. Alors après, rien n'empêche par la suite, à froid, de reprendre ce qui s'est passé et d'expliquer que c'était un peu fort quand même, que tu aurais aimé qu'il vienne te faire la bise parce que après tout, c'était toi. L'amour maternel fait que tu as envie aussi d'avoir ton fils et qu'il vienne te saluer. C'est Mm. légitime. Mm. Donc on peut aussi après revenir dessus à tête reposée, mais toujours dans un contexte de partage et pas d'imposition. Ouais. Bah, moi, ce que j'ai fait pour le coup, là, c'est que j'en ai discuté après, même pas le jour même, en fait, quelques jours après, en racontant comme ça, on était en famille, hein, tous les trois avec ma fille et mon fils, et je disais, ah oui, bah moi, quand je suis au collège, je suis transparente, en fait, je suis comme une bouteille. Alexis passe devant moi, poup, il me voit pas, en rigolant, tu vois. Et du coup, ça l'a fait marrer. Et du coup, voilà, il a pris conscience aussi que, voilà, j'avais quand même vu le truc, que voilà, j'attendais mon bisou, mais que je l'avais pas. Tu vois, j'ai fait ça un peu sur le ton de l'humour pour dire, voilà, je suis une pauvre maman, Et mon le bébé, message est passé et le puis il a message est compris. passé. Et voilà, et il a compris. Exactement. Ouais, ouais, C'est ça qui est voilà. important, c'est de Mm. pouvoir faire passer les messages qu'on a envie de faire passer. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Puis de voir un peu selon le contexte, l'environnement, notre état émotionnel, son état émotionnel, de comment on peut rester dans cette relation, cette écoute, donc pour comprendre mieux ses besoins. Et du coup, quelles astuces tu pourrais donner là aux parents qui nous écoutent pour être un meilleur parent, puisqu'on a compris qu'on ne pouvait pas être parfait, hein. En tous les cas, on pouvait être parfait des petits bouts, des petits morceaux de moments où on peut essayer d'avoir une attitude la plus parfaite possible selon ce qu'on estime être parfait pour nous, hein, aussi, nos valeurs, des choses comme ça. Mais du coup, quelles sont les petites astuces que tu auras envie de partager qui sont importantes? Là, il y a plusieurs points qui sont intéressants. C'est d'abord d'accepter son enfant tel qu'il est et donc de s'affranchir autant que faire se peut de toutes les attentes qu'on a à son égard, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans la façon d'être, dans la façon de s'habiller, de la façon de se coiffer, ce qui va devenir plus tard, etc. Vraiment, tout y passe. Toutes les choses qu'on voudrait que notre enfant devienne, on le met de côté et on lui laisse la voie libre pour que lui exprime qui il est. Ça, c'est le premier point, parce qu'à partir du moment où on rentre dans cette dynamique-là, naturellement, il y a un respect qui se pose ou qui s'installe entre le parent et l'enfant. Si je vais le voir en lui disant, t'as vu comment t'es fringué, bah forcément, ça va être même dit gentiment. Tu vois, j'ai fait un peu fort là, mais même dit gentiment, c'est quand même entrer en opposition avec qui il est. Donc, Mm, si on respecte tout ça, on peut dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'aime pas. mm. C'est pas impossible. Mais au moins lui laisser la chance d'être qui il est. C'est intéressant parce que moi j'aurais tendance à dire, tu vois, que quand même, il y a quand même un socle qu'on a envie de transmettre. En tous les cas, moi Ouais, bon, évidemment, je suis pas une maman parfaite, loin de là, hein. Moi j'ai fait vraiment des grosses conneries avec mes enfants parce que sous la pression de l'environnement, de mon éducation, enfin il y a plein de trucs. Mais je me disais quand même que j'aimerais bien leur transmettre certaines valeurs. Et du coup, là-dessus, je pouvais être un petit peu, peut-être un peu rigide, un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce qu'on a envie quand même. Si nous, on a des valeurs qui sont très importantes pour nous, on a quand même envie que nos enfants nous ressemblent sur ces valeurs. Comment oui, on trouve cet équilibre pour que quand même ils aient leur personnalité par rapport à ça? oui, oui. Mon fils, il en a marre des études. Ouais. Clairement, il en a marre. Il l'a passé depuis tout petit. Enfin, il a fait comme tout le monde, quoi. Tu vois, il a Mm. 20 ans, il commence vraiment à en avoir marre. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai besoin que tu fasses des études supérieures. Et c'est clair. Moi, j'ai besoin que tu fasses des études supérieures. Après, il a accepté de les faire. J'étais content. D'accord. C'est ça, c'est reconnaître
que ce que je demande m'appartient. Ça, c'est important. Parce que ça le libère d'une certaine façon. Alors, on a aussi, c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est de dire aussi qu'il faut, dans notre rôle de parents, poser un cadre à nos enfants, de façon à ce qu'ils grandissent, qu'ils s'adaptent à la société dans laquelle ils vont vivre, ou dans laquelle ils vivent déjà d'ailleurs. Ok. Alors, poser un cadre, le cadre est la mauvaise presse, parce que quand on en parle, on entend souvent dire à cet enfant, il a fait une connerie, il faut que je le recadre directement. Donc, il a mauvaise presse. Le cadre, c'est comme si je partais dans un pays que je connais pas, au bout de la terre, si je pars en Australie, et que je connais pas les codes qui se passent là-bas, la façon dont ils vivent. En un rien de temps, je vais me faire repérer. En un rien de temps, je vais me regarder avec des yeux gros comme ça en disant, mais d'où il sort celui-là? Alors que si j'y vais avec quelqu'un du coin, qui saura m'expliquer la façon de se comporter dans telle situation, dans tel endroit, la façon dont les gens réagissent, les us et les coutumes, je vais être beaucoup plus apte à passer inaperçu ou à me confondre avec les gens du coin rapidement. Et c'est simplement ça, donner le cadre. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on doit faire. Alors, oui, c'est toujours un moment de, on y va à poser le cadre pour l'enfant et puis on fait un pas de recul parce qu'il faut quand même le laisser s'exprimer dans le cadre qu'on a fait. Et puis on y retourne et puis on sort et puis voilà, c'est un va-et-vient permanent. J'expose le monde dans lequel on vit et j'explique le monde dans lequel on vit, mais en même temps, je te laisse l'aborder comme tu veux. Ah ouais, ok, j'adore cette idée-là. Ouais, Si tu veux, c'est le match de tennis ou la oui, façon dont on apprend à jouer au tennis. Mon rôle, ce serait d'apprendre à l'enfant comment on fait un revers, comment on fait un coup droit, comment on fait un service, d'apprendre les règles sur le terrain, mais après lui laisser le libre arbitre de choisir si, dans le contexte de vie, dans le contexte du jeu, il va lancer la balle à droite ou lancer la balle à gauche. ouais, ouais, c'est Et intéressant. là, il met son intelligence au service du jeu, au service de la vie, pour savoir comment il va se manifester dans son quotidien. Mm. Je reviens un tout petit peu en arrière. J'adore Vas-y. cette idée, hein. Je reviens un petit peu en arrière parce que tu nous as parlé tout à l'heure, tu as utilisé un terme qui pour moi est intéressant. Tu as dit j'ai besoin que tu fasses des études. Oui. Et moi, alors, je trouve que ça, c'est issu de la communication non violente, hein, d'exprimer son besoin, plutôt que de demander à quelqu'un, je veux pas que tu fasses ça, enfin bref. Je suis pas du tout une spécialiste de la communication non violente, mais j'ai quand même lu beaucoup et enfin écouté beaucoup de choses là-dessus. Et j'ai l'impression que du coup, ok, mon père, il me dit qu'il a besoin que je fasse des études. Est-ce que je vais être capable d'écouter mon propre besoin ou est-ce que je vais faire des études pour nourrir le besoin de mon père et du coup, dans un désir de loyauté? Ça peut quand même potentiellement empêcher l'enfant de faire vraiment ses choix, non? Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Hmm. Il faut voir ça ça s'inscrit dans la longueur, en fait. Oui, d'accord. Moi, j'ai commencé à me comporter comme ça avec lui, il était tout petit. Donc, c'est une façon de communiquer qu'on a ensemble. Hmm. Et rien n'empêche, OK, moi, j'ai besoin, mais tu fais ce que tu veux. Ouais. Et on peut réfléchir ensemble de la façon dont tu veux continuer ta scolarité ou pas, d'ailleurs. Et tu lui expliques pourquoi tu en as besoin? Est-ce que tu développes ou est-ce que tu lui Oui, dis oui, Ah oui, oui, bien sûr, d'accord, il ok, sait. ouais, ouais. Il Oui, sait oui, pourquoi pour oui, toi c'est important. oui. Ouais, parce que ça répond à certaines valeurs. Pour être transparent, moi, j'en ai pas fait, j'aurais aimé en faire. Tu vois? Donc, effectivement, lui, il se retrouve dans une situation où il pourrait faire ce que moi, j'ai envie de faire. J'aurais eu envie de faire. Donc, Ouais. oui, mais ça, il le sait, bien sûr. Ouais, mais ça, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient te répondre qu'en fait, que tu projettes tes propres désirs sur ton enfant et que Mais on du le fait tous, coup, ça. oui, On le d'accord. fait tous. Alors, ou on le fait de façon inconsciente et on se dit, moi, je le fais pas Ouais, parce que je le sais pas, tu vois. ouais, c'est ça. Voilà. Ou alors, on le fait de façon consciente. Quand je dis qu'il faut s'affranchir des attentes, on est dans l'idéal. Mais concrètement, au quotidien, peu de gens sont vraiment capables de le faire. Si on peut pas s'affranchir de nos attentes, autant les reconnaître et les mettre sur le tapis en disant, ça m'appartient. Ah oui, super. Ouais, ouais, parce que je pense que vraiment, on a tous. Et du coup, si on n'en est pas conscient, on va l'exprimer avec des trucs super subtils, mais qui vont quand même faire du dégât. Ben oui. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. En fait, il faut vachement bien se connaître, hein, en tant que, quand on veut être parent, aller vers cette voie-là, il faut se connaître aussi. Peut-être c'est le point 2 d'ailleurs. Mais en fait, dans le livre que j'ai écrit, c'est la démarche que je propose aux parents. C'est un livre qui est vraiment axé vers les parents et non pas vers les enfants. On en a plein des livres qui ont été écrits pour savoir comment faire avec les enfants, etc. Hmm. Moi, je me suis positionné du côté parent parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce dont je peux parler. Et donc, ce qui est très important, effectivement, comme tu dis, c'est de se poser intérieurement, de savoir qui je suis, de m'affranchir autant que se peut
que faire se peut de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans mon passé, jusqu'à la date d'aujourd'hui, de savoir ce que je veux proposer à mon enfant, comment je vais le faire. Par exemple, une règle à la maison, est-ce que je peux mettre les pieds sur la table ou pas? Si je peux le faire dans mon enfance, est-ce que ça me convient encore aujourd'hui ou je préfère Mm. que il le fasse pas parce que je trouve que c'est pas hygiénique ou tu vois? Voilà. Donc il faut se positionner là-dessus, mais il faut se positionner sur tous les éléments de vie qu'on peut rencontrer avec un enfant. Et là, dans mon livre, je propose, il y a 5 exercices qui sont dedans et qui permettent donc de se positionner d'abord seul et puis après en couple avec l'autre parent et puis après vis-à-vis de l'enfant. Ouais, donc c'est bien se connaître, bien savoir ce qu'on veut, et les trucs sur lesquels Exactement. on s'accroche et les trucs sur lesquels on arrête de dépenser de l'énergie aussi, hein. Voilà. Mm. Mais si j'ai un enfant, je lui dis tu vas te coucher à 8h30 et qu'à 8h30, il faut qu'il soit au lit parce que sinon c'est pas possible, forcément je vais au clash. Mm. Parce que forcément, à un moment donné, ça va déborder un petit peu, il va commencer à pas vouloir aller se coucher, etc. Enfin, on a tous vu ça dans les Mm. familles. Mais si je m'autorise à partir de 8h30 jusqu'à 9h moins 20, c'est beaucoup plus souple déjà, tu vois, et ça permet de commencer un peu plus tôt dans la journée, vers 8h, on va commencer à mettre la routine en place pour que ça soit à peu près couché qu'il soit à peu près couché dans les horaires voulus. C'est ça qui est important. Le plus important dans quoi que l'on fasse avec son enfant, c'est de préserver la relation. Pas de préserver la règle, mais de préserver la relation. Alors la règle est importante parce qu'elle est posée, il faut qu'elle soit respectée, mais avant ça, la relation avec l'enfant. J'adore, j'adore cette idée-là. J'ai une personne que j'accompagne en ce moment dans mon programme qui m'a dit quelque chose de très joli il y a pas longtemps parce qu'elle a un côté un peu perfectionniste de la maman, tu sais, qui voulait être une femme parfaite, une ménagère parfaite, bien tenir sa maison, être une maman parfaite, enfin voilà tous les trucs que tu peux mettre un peu partout. Donc, et elle m'a dit, et elle a lâché prise de ça. Elle m'a dit, il y a un jour où j'ai compris que une heure passée avec mes enfants était plus importante qu'une heure passée derrière mon aspirateur. J'ai Ah oui. adoré. J'ai adoré ça. Donc j'ai fait un petit clin d'œil là, parce que je sais qu'elle m'écoute. Donc j'ai fait un petit clin d'œil. Je dis pas son nom parce que je veux garder la confidentialité, mais j'ai adoré qu'elle m'ait dit ça. J'ai trouvé que c'était une tellement jolie prise de conscience de lâcher prise sur tous les trucs qu'on peut se donner en tant que parent, les règles Ouais, notamment. c'est super ça. Mm. Ah, c'est une Ouais, belle phrase que tu as dit là, ça a gardé dans les annales. t'as gardé dans les annales, hein. C'est une citation qu'on pourrait afficher au fronton de toutes les écoles, de tout. Ok. Et alors le point suivant, c'est quoi? Prendre du recul, mais je crois qu'on l'a dit, j'avoue, je ne sais plus trop où on en est. Prendre du recul par rapport à la situation, donc toujours se positionner avec un pas de côté Mm. pour comprendre l'environnement de ce qui vient de se passer, Ouais, on en a l'état parlé pas d'esprit, mal. ouais, Ouais. voilà, c'est Mm. ça. Et puis le troisième, c'est lire mon livre. Et ben voilà, Voilà, mais bien sûr, acheter ton livre, évidemment, c'est une voilà, pépite. chez mon livre, il y a tout qui est dedans. Donc, Ouais. parents, enfants, c'est né ensemble. Vous le trouvez très facilement sur Amazon, à la Fnac, c'est les grandes plateformes. Mm. Et puis, voilà. Tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que tu proposes dans ce livre, justement, Olivier, nous dire un peu les grandes lignes, hein, du chemin qu'on va faire avec ce bouquin. Eh bien, on va faire à peu près ce dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver soi d'abord. J'ai fait une chronologie qui est assez simple, parce que j'ai fait la personne, le couple et la famille. Donc, on se retrouve soi d'abord pour savoir où on veut aller. On se pose des questions intéressantes de savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire. On commence à s'affranchir un petit peu de tout ce qu'on a dans le passé qui sont issus de notre éducation, de notre vie, etc. On s'autorise à le faire, à s'affranchir de ce que tous nos parents nous ont inculqué. Et puis ensuite, ben, on fait la même chose, mais en confrontation ou en opposition avec la personne avec qui je vis, donc Mhm. l'autre parent des enfants à venir. Et puis, on élabore ensemble une façon de faire pour proposer un accompagnement aux enfants cohérent et en unité entre les deux parents. Mhm. Et le troisième point, c'est comment on fait pour, une fois qu'on a défini le contexte, qu'on a fini le cadre qu'on veut proposer à l'enfant, comment on fait pour communiquer avec l'enfant au fil des années, Pour garder justement cette relation qui est si pour importante, garder comme cette... tu... Ouais, voilà. Ouais, ce lien, en fait. Mm. Mm. Ouais, super. Bon. Et puis, je parle aussi de l'autorité, et puis je parle aussi des Mm. punitions, et puis il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre en annexe de ces trois grandes étapes Mm.
que je vous ai présentées. Oui, bien sûr, toutes les, entre guillemets, difficultés ou questions qu'on pourrait se poser en tant que parent sur la manière de devenir un parent parfait, quoi. Voilà, ou d'y aller, d'y D'y aller. aller. Ah là, je rigole. De cheminer dans cette démarche, de vouloir faire en tous les cas le mieux qu'on peut, peut-être, hein. Bah oui, de toute façon, Ouais. mais on fait toujours le mieux qu'on peut. Mm. Et après, ouais, il y a des clés pour faire encore mieux que ce qu'on peut faire, Ouais, que je propose, d'apprendre. Ouais, que je propose. J'adore cette phrase, moi, qui dit qu'on est parfait avec nos imperfections. oui. Voilà. Simplement, il faut prendre conscience de ces imperfections pour pouvoir aller vers l'enfant de façon la plus fluide possible, la plus honnête possible, j'allais dire le plus authentiquement possible, puisque c'est un mot qui est un peu à la mode. Mm. Ok, bon. Eh ben écoute, merci, c'était parfait. Moi, je garde un truc, une phrase qui m'a bien plu. Préserver la relation plus que la règle. Je crois que Ouais. cette phrase, elle peut servir vraiment d'une belle conclusion à cet épisode, à cet échange entre nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier, si on veut échanger avec toi, te contacter, t'écrire? Eh bien, alors, il y a mon site qui est votrefamilleenconscience.fr. Mhm, Et puis, je suis disponible sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, vous me retrouvez, Facebook, vous me retrouvez avec mon nom, Olivier Borgeot, mhm. très facilement. Ok, bah très bien. Je mettrai tout ça, tous les liens dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse te retrouver facilement. Bah écoute, merci Olivier. Merci beaucoup à toi. Bonne fin de journée. Merci, toi aussi.